Salut à tous. Si je vous dis Marc-Vivien Foué, certainement l'évocation de ce nom vous renvoie un soir du 26 juin 2003 au Stade Gerland de Lyon en France. Mais l'histoire de ce footballeur camerounais ne se résume pas seulement à cette soirée tragique. Nous vous proposons de découvrir Marco autrement. Son enfance, ses débuts dans le foot, sa carrière en club et en sélection, sa personnalité et ses projets. Des images sans filtre et des témoignages inédits. C'est dans ce documentaire intitulé Foué Forever. En juin 2003, la sélection nationale de football du Cameroun, alors au sommet de son art en Afrique, participe à la Coupe des Confédérations en France. Les Lions indomptables, vainqueurs successifs de la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et 2002, avec une équipe solide et des joueurs aguerris, passent aisément la phase de poule du tournoi. Grâce en partie à leur imposant médian, Marc-Vivien Foué, la tour de contrôle du milieu de terrain camerounais, l'homme clé de cette zone. Un beau bébé de plus d'1,90 m aux allures de gladiateur, puissant, robuste et athlétique. Mais qui était donc ce numéro 17 qui, tel un phare, se dressait dans l'entrejeu des Lions? Pour comprendre, il faut retourner là où tout a commencé, où il fit ses premiers pas, dans son village, Nkolmeyan 1, situé en Kolafamba, une commune de la région du centre du Cameroun, dans le département de la Mefoya-Famba. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci de nous recevoir le voir là. Bon, là on va aller au domicile familial. Vous nous disiez que c'est ici que Marc-Vivien fait ses premiers pas dans le foot, il jouait tout à côté là. Oui, c'est ici qu'il a fait son enfance. Pendant les grandes vacances, chaque fois qu'il y avait match inter-village, il était toujours le meilleur buteur. Le petit sac que vous voyez là. Il avait son petit nom, Eddie Blé. Eddie Blé, c'était un grand boxeur. Parce que Marco, depuis son enfance, aucun enfant de ce village n'a terrassé Marco. C'est pour ça qu'on lui avait donné le petit nom d'Eddie Blé. Même ses aînés? Même ses aînés. Même ses aînés. Si le talent du petit Marc-Vivien convainc le village entier, son père, Martin Foué Hamougou, lui, veut que son fils pousse, non pas un ballon, mais qu'il pousse le plus loin possible ses études. Son père n'a pas voulu qu'il joue au foot. C'est pour cela que son père l'a envoyé chez son oncle à Garoua. À Garoua. Arrivé là-bas à Garoua, il faisait mal lors de l'interclasse. Et quand il a quitté Garoua, il est revenu ici à Yaoundé. Son père l'a laissé continuer dans Fogap. Oui. Fogap, canon de Yaoundé et l'éclosion. Oui. Je crois que ça remonte à 91-92. Je suis capitaine du canon sportif de Yaoundé. Et Mangang Guéné, l'entraîneur, me dit: Jules, il y a un joueur là, il faut que tu ailles le chercher. Il est au Fogap, il est bon, il faut que tu ailles le chercher. Je dis à Mangang: mais je vais le chercher comment? Il me dit: non, tu sais, nous quand on était joueurs, et moi-même capitaine, c'est nous les joueurs qui allions chercher les joueurs. Maintenant que tu es capitaine de canon, tu dois faire ce travail-là. Je connaissais Marco de réputation, je ne l'avais jamais rencontré. Donc on est arrivé au stade annexe maintenant, le stade annexe, ce qu'on appelle stade annexe numéro 1 là. Le Fogap s'entraînait là-bas. Je garde la voiture, j'avais une Mitsubishi blanche à l'époque. Et Manga sort le premier, il appelle le Kontungu qui encadrait le Fogap. Il parle en Tungu. Tungu appelle Marco. Je vois un gros gaillard qui arrive, je dis: waouh. Je dis: bon, bonjour, est-ce que tu me connais? Mais grand frère, je te connais, c'est toi Jules Dédi, capitaine du canon, blablabla. Bla, bla, bla. Et je crois que le gars, il est un peu surpris que le capitaine du canon vienne le voir en fait. Parce que c'est ça qu'il a vu, le capitaine du canon qui vient le voir à l'entraînement. Et je lui dis carrément: ok, nous sommes là pour toi. Le coach Manga a parlé au coach Tungu. On aimerait que tu rejoignes le canon. Et là, il me regarde, il regarde son coach Tungu. Grand frère, vraiment, moi, le canon, j'aimerais bien venir là-bas. Mais pour que j'y aille, il faut parler au coach, c'est déjà fait.
Mais il faut aller voir le DT. Le DT, c'était Sadi. Donc, dès qu'on avait déjà eu l'accord de principe de Marco, on a fait ce qu'il fallait faire. On est parti voir le coach Sadi. Il dit, ok Jules, parce que c'est toi, parce que je te connais, je sais que tu as bien l'encadrer. Ok, vous avez mon accord de principe pour prendre Marco. Fouy va apprendre patiemment auprès des aînés et faire ses classes dans le championnat local en goûtant au derby canon-tonnerre. C'était un jeu vraiment dans le respect d'un grand match, dans le respect des joueurs qui se côtoyaient, qui se respectaient. Et je pense qu'à cette première mi-temps-là, Marco, selon les consignes qu'il avait reçues, il devait me suivre partout, quoi. Il ne vous lâche pas. Qu'il ne me lâche pas partout, il devait être derrière moi. Mais bon, je crois qu'il a fait cela pendant une mi-temps, et en deuxième mi-temps, ça a été très difficile un peu pour lui. Parce que c'est à ces mêmes moments-là que moi j'ai repris un peu du poids de la bête. Et c'était difficile pour lui de continuer à suivre le rythme. J'ai acquis un peu d'expérience depuis la rencontre contre le Zimbabwe. Je crois que Roger Mila, c'est un exemple pour moi et j'apprends à barrer, c'est tout. Les échos de ces prestations vont traverser les frontières nationales. Après le Bakoum, Marc-Vivien Fouy va déposer ses valises en France. Premier arrêt, Lens en Ligue 1. En l'espace de quelques mois passés dans l'Hexagone, le diamant brut va être poli. Lorsqu'il va maintenant en Europe et qu'il revient, il nous retrouve en stage en IET à l'époque. On avait un match, je crois, éliminatoire de Coupe du Monde, je crois, contre le Malawi, je ne sais plus quoi, à Douala. Et je retrouve un Marco totalement différent. Transformé. Le leadership naturel transparaît encore plus. Le gars est sûr de ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. Et nous, on était ses grands frères. Mais le gars s'impose à nous comme si c'est lui. C'est lui là. Il commence à devenir incontournable petit à petit. Je crois que c'est déjà la présence physique. Et cette approche qu'il avait avec les gens, il parlait toujours à voix basse, mais se faisant entendre. Il y en a qui crient pour se faire entendre. Marco n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Fouy a franchi un palier. Le joueur a changé, mais l'homme est resté le même, humble, tempéré et surtout très généreux. Nous couvrions les matchs dans les familles des footballeurs. Cameroun, Allemagne, nous étions chez Marc-Vivien Fouy, à Nouvelle Omnisport. Donc, je suis arrivé là-bas, j'ai vu 3 cars qui étaient garés, une centaine d'étudiants habillés en jaune, Fouy, habillés en jaune, qui étaient là, et j'ai même reconnu mon voisin à la cité universitaire, à la mini-cité, qui me dit, gars, moi je suis ici, c'est Fouy qui paye mes études, c'est lui qui paye celui qui paye ma chambre depuis 1 an, 2 ans. Nous, tout ce que tu vois là, on est pris en charge par Fouy, il paye tout. Il paye nos chambres, il paye nos scolarités, il paye nos pensions, vraiment, on n'a pas certains problèmes. Donc, il a demandé qu'on vienne voir le match ici à la maison avec sa famille parce que nous sommes déjà tous une famille. Un garçon simple, un garçon respectueux, un garçon volontaire. Moi, à chaque fois que Marco me voyait, il courait vers moi pour me dire bonjour. Pourtant, on ne se connaissait pas très bien à ce point-là. Il courait vers moi pour me dire bonjour grand frère, bonjour monsieur, ceci. Il me posait souvent des questions de savoir comment pour réussir au football, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, cette unité-là, beaucoup de gens n'ont pas ça aujourd'hui. Je marchais sur le quai et d'un seul coup, je sens une grosse main costaud me prendre par l'épaule. Et je me retourne, je dis qu'est-ce que c'est que ça? Je me retourne et c'était lui, et avec un grand sourire, et puis il avait rigolé, et il m'avait sorti 2-3 mots, et voilà, pour moi, j'ai toujours cette image qui me revient en mémoire, plus que tout autre, parce que c'est la dernière, et puis ça le représentait bien, c'est-à-dire quelqu'un de sympa, quelqu'un de convivial, même si c'est pas quelqu'un qui parlait énormément, et puis ce moment-là, c'était un moment d'une forme d'intimité. Il était un grand frère, et un grand homme. Et il a marqué de son empreinte le football africain et aussi mondial. Marco s'occupait de toute la famille. Toute la grande famille. Toute la grande famille. Quand je suis arrivé même à Lyon, il était comme si c'est lui le président de tous les Africains là-bas. Lens, West Ham, Lyon, Manchester City. Une pléthore de matchs disputés, de l'expérience engrangée, des lauriers glanés, toutes choses qui consacrent définitivement Marco
comme un cadre incontesté de l'équipe du Cameroun, un guide pour les plus jeunes. C'était comme l'aîné de la famille. Il faut reconnaître qu'ils étaient deux en cette période, Patrick Mboma et lui, mais Patrick ne pouvant pas jouer la compétition. On avait le grand frère qui était Marco et qui ne parlait pas beaucoup, qui disait souvent pas grand chose, mais à la fin avait le dernier mot. Il était toujours écouté comme un patriarche et il m'a beaucoup protégé, il m'a beaucoup aidé dans mon intégration. Marc-Vivien Foé, ça a été le pilier pour moi, l'un des piliers de cette équipe du Cameroun du début des années 2000, vraiment celle qui avait dominé l'Afrique du football et qui aurait pu aller beaucoup plus loin, notamment en 2002 à mon sens. Mais c'était un peu le lien entre les générations, celui qui était capable, pas par des mots parce que c'était pas le plus grand communicant du groupe, mais celui qui était capable de donner l'exemple, de montrer exactement la voie à suivre, le joueur sur lequel on pouvait se reposer. Vous aviez quelques leaders charismatiques dans cette équipe et lui pour moi en faisait partie et c'était peut-être son départ était justement un moment aussi où s'est effiloché cette espèce de gouvernance interne au groupe où malheureusement les autres joueurs n'ont pas été capables de prendre sa succession car c'était vraiment quelqu'un d'assez énorme sur le plan personnel. C'est donc dans la peau de ce leader et déterminé qu'il aborde le 26 juin 2003 la rencontre Cameroun-Colombie. Sa toute dernière, il quittera la pelouse avant le coup de sifflet final sur une civière inerte, les yeux révulsés, une image insoutenable. L'immense Marco venait d'être fauché par une attaque cardiaque. De la position où j'étais, je peux vous dire que je vois pas du tout grand chose. Je constate juste après qu'un des nôtres s'est écoulé que c'était Marco. Parce que dans le fait de l'action, moi je regarde le ballon. Mais je n'imagine pas que ça peut être aussi grave que ça. Quand j'ai vu Marco tomber et que le joueur colombien a fait des mains comme ça, là, j'ai vu le ministre que ça doit être très très grave. On demande de ces nouvelles au vestiaire, on ne les a pas. Quand on redescend pour faire le décrassage sur la pelouse, et là, on nous annonce qu'il est décédé. Le grand appelle, Rogers, c'est comment là-bas? Est-ce qu'il est mort? Rogers a dit oui. C'est moi qui pars d'aller dans les vestiaires des joueurs pour leur annoncer le décès de Marco. C'était que des pleurs partout, des pleurs partout. On a pleuré, on était insoutenable parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de mots qui puissent vous reconforter. On ne savait pas si le ciel nous était tombé dessus. On aurait préféré perdre ce match et rentrer à Saint-Etienne avec notre grand frère. On était dans l'attente qui recevait tous les journalistes. On attendait des nouvelles et d'un seul coup on a entendu le cri de sa femme. Et là, ça a été un moment très dur, très fort. Et d'ailleurs, c'est la première fois de ma carrière que j'écrivais un papier en pleurant, tellement ça avait été douloureux de pouvoir écrire. Il fallait bien que j'envoie un papier moi pour le lendemain, pour le journal de l'équipe, tellement ça avait été douloureux de pouvoir travailler à ce moment-là. Mais je lui devais au moins ça pour sa mémoire, pour lui, pour tout ce qu'il représentait. Parti tel un soldat tombé sur un champ de bataille, Marc-Vivien Foé bénéficiera de la reconnaissance du gratin politique et sportif mondial, mais aussi de la gratitude de ses compatriotes, le peuple camerounais tout entier. Et arrivé ici au Cameroun, moi, je me suis dit que peut-être on allait trouver quelques 100 ou 200 personnes. Arriver à l'aéroport, c'était pas facile. De l'aéroport jusqu'à l'hôpital général. Vous voyez que chez les Français, il n'y a pas le veiller avec corps. Le président français a décrété qu'on devait faire veiller avec corps. Avant son départ subi, Foé avait entrepris la modernisation de son village, mais il avait surtout un projet de doter le Cameroun, l'Afrique, d'un complexe sportif multisport digne des standards internationaux, le projet de sa vie, une œuvre jusqu'ici inachevée. Je vous dis que l'énergie solaire, l'énergie électrique, c'est grâce à Marco. L'adduction d'eau, là, c'est grâce à Marco. Vous voyez la chapelle, c'est grâce à Marco. Marco, son complexe, il devait
avoir la piscine olympique, l'hôtel, l'école de football, le restaurant. Et il devait aussi recruter beaucoup d'employés. Je ne sais pas si maintenant ce genre-là peut se faire, parce qu'il faut des donateurs. Et les donateurs qui peuvent accompagner ce genre, c'est d'abord au moins l'État. Quand il dit l'État, le ministère des Sports doit mettre sa main dessus, la Fédération camerounaise de football, et peut-être même le Comité national olympique aussi, avant que la présidente de la République ne donne son mot. J'étais vraiment déçu de voir l'état d'abandon de cette œuvre qui aurait pu être une œuvre à dimension nationale et internationale. C'est triste qu'il n'y ait personne pour reprendre le flambeau. Et j'ai entendu, je ne suis jamais allé au fond de la chose, mais j'ai entendu qu'il y aurait beaucoup d'histoires, beaucoup de problèmes qui sont à l'origine de l'arrêt des travaux. Je pense que ce complexe aurait pu se terminer depuis, mais il y a tellement eu des distensions qui ont fait que moi, par exemple, j'étais avec l'ambassadrice de l'Afrique du Sud qui était vraiment prêt à mettre tous les moyens pour que le complexe finisse. Bon, après, il m'a rappelé, et je crois une semaine après, pour me dire que bon, ça ne va pas parce que il ne sait pas à qui s'adresser, on lui demande de l'argent de gauche à droite et tout. Ce qu'il a fait pour ce pays en tant que footballeur, ce qu'il a représenté et ce qu'il a voulu faire, la vision qu'il avait pour le Cameroun, Marco ne mérite pas ça. Je crois que cette œuvre se doit d'être perpétuée. Je ne sais pas qui va prendre le relais, qui doit prendre reprendre le flambeau, mais je crois que Marco mérite beaucoup mieux que ça. J'espère que beaucoup à travers peut-être cette interview ou ces messages pourront réveiller un peu la flamme de ce complexe. Marco est parti, mais même la poussière du temps n'effacera jamais des mémoires le souvenir d'un homme au grand cœur, un footballeur fort et généreux dans l'effort. Un lion ne meurt jamais, il dort. Grand frère, je sais que tu es là. Continue à veiller sur moi. Sois mon guide comme tu l'as toujours été. Et n'hésite pas à tirer mes oreilles si je flanche et je dévie sur le chemin. Je te l'ai toujours dit, tu m'as marqué et je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Merci. Il est devenu une icône internationale. Il n'appartient même plus au Cameroun, il appartient au monde du football. Jeunesse en godasse, la joie d'un pays en détresse, Marc-Vivien Forêt. Jamais ne meurt, jamais ne part. Toutes les mères du pays te pleurent comme un fils. Qui jamais ne meurt, jamais ne part. Juste un retour au pays des hommes.